Bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Ainsi, nous pourrons y répondre à la fin de la présentation. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Bonsoir tout le monde. Merci d'être des nôtres et de nous accueillir chez vous pour cette deuxième d'une série de 3 rencontres publiques virtuelles intitulées « Un tramway dans ma ville » qui feront la lumière sur le projet de tramway reliant l'ouest de Gatineau au centre-ville de Gatineau et d'Ottawa. Mon nom est Sheila Fournier, c'est moi qui serai votre animatrice ce soir. On est en direct sur 2 plateformes, soit en web diffusion sur StudioCast et sur Facebook Live. Tel qu'indiqué sur nos plateformes, nous avons convenu initialement que les questions acheminées à l'avance auraient priorité sur celles posées en direct. Or, suite à une récente attaque informatique survenue à la STO, il a été impossible pour l'équipe de récupérer vos courriels en prévision de ce soir. On vous remercie d'ailleurs de votre indulgence à ce sujet. On tient toutefois à vous rassurer, vous pourrez envoyer vos questions en temps réel à n'importe quel moment durant la présentation et nous les aborderons à la toute fin de la rencontre. Comment faire? C'est très simple. Vous vous inscrivez sur notre plateforme de diffusion web au studiocast.ca/tramway Gatineau. Toutes les questions qui n'auront pas pu être abordées ce soir, faute de temps, feront l'objet d'un suivi par courriel au cours des prochaines semaines. Et à noter également, une foire aux questions sera actualisée en ligne au sto.ca/tramway Gatineau. C'est pour cette raison, en fait, qu'on vous demande de vous inscrire sur notre plateforme de diffusion sur la plateforme de web diffusion StudioCast, en inscrivant votre adresse courriel pour fin de suivi lorsque le problème va être rétabli, évidemment. À noter que l'enregistrement de cette web-diffusion sera disponible prochainement sur la chaîne YouTube et sur le site web de la STO si vous n'avez pas pu être des nôtres depuis le début de cette soirée. Vous pouvez aussi accéder à la rediffusion de notre rencontre du 2 juin dernier exactement de la même façon. Alors avec nous ce soir, du côté de la STO, M. Alain Tremblay, directeur du Bureau de projet pour le système de transport collectif structurant de l'Ouest à la STO. Bonsoir. Et nos panélistes, M. Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville. Bonsoir. Et M. Michael Wexler, directeur du bureau canadien de la firme Copenhagenize Design Corporation. Bonsoir. Je vous donne maintenant l'ordre du jour ou l'ordre du soir, si vous voulez. D'abord, on va faire le point sur le projet de tramway dans la région et les prochaines étapes à venir. En première partie, on va aborder la notion du Transit Oriented Development, c'est-à-dire pour qui et pourquoi réarticuler urbanisation, densification et transport en commun. On va ensuite se pencher sur les effets bénéfiques d'un réseau structurant pour le territoire, les entreprises, les commerces et les citoyens. En deuxième partie, on va parler de la cohabitation des modes de transport actifs avec un réseau structurant. Et enfin, de la complémentarité ou de l'intermodalité des modes de transport et leur avantage sur le plan du développement urbain. Et enfin, on va conclure cette soirée avec la rencontre et une période de questions. À noter que la durée totale approximative est de 1h30. On va tenter de répondre au plus de questions possibles. Alors, sans plus tarder, on débute avec M. Alain Tremblay, directeur du bureau de projet à la STO, qui fera le point sur le projet de tramway et sur les étapes à venir. M. Tremblay. Merci, Sheila. Alors, bonsoir tout le monde. C'est avec plaisir. C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir. Donc, je vais prendre une dizaine de minutes avant nos présentations officielles pour faire un petit état de situation sur le projet tramway et les prochaines étapes à venir. Je voudrais par contre remercier nos présentateurs ce soir, là, Christian Savard et Michael Wexler, pour s'être libérés. Là. Tout le monde a des agendas chargés, puis ils ont bien voulu venir partager leur expérience et leur vision sur les effets de mode structurant sur le développement urbain, puis les bénéfices que ça amène dans le développement de nos milieux de vie. Donc, merci beaucoup, Christian et Michael. Donc, je vais commencer juste avec un petit rappel des principales conclusions
Pour ceux et celles qui n'étaient pas de notre première thématique en juin, donc l'étude est complétée. Il y a une étude qui s'est complétée en début d'été. Et plusieurs scénarios ont été analysés et le choix de la technologie, le scénario tout tramway, s'est démarqué des autres scénarios comme étant le plus performant. Donc, entre autres, il y avait plusieurs avantages, mais il permet de diminuer le nombre d'autobus en circulation dans les centres-villes de Gatineau et d'Ottawa. Puis aussi, on le sait, les calculs des besoins d'achalandage ont été calculés jusqu'à des horizons de 2051. Donc, ce mode-là me permet d'assurer une capacité résiduelle pour d'éventuelles croissances de l'achalandage. Donc, au niveau du choix du tracé, du côté d'Ottawa, il y avait l'option tunnel sous la rue Spark qui a été la plus performante, mais l'option en surface sur Wellington demeure une option viable. Et le choix de l'option va venir aussi du financement, si le financement est là, ou s'il y a des difficultés techniques. Donc, la solution de surface serait viable aussi. Du côté du centre-ville de Gatineau, la seule option viable, c'est une option sans circulation, qu'elle soit partielle ou complète. Donc, qu'elle soit partielle, donc la circulation, qu'il y ait une circulation entre Édie et Laval ou entre Édie et le pont-portage si la circulation est partielle. Bien entendu, toutes ces options-là qui sont résiduelles vont être analysées dans les prochaines étapes. Je résume. La beauté du direct, c'est qu'on a bloqué la présentation. Donc, ici, au niveau de la carte du tracé, donc, la carte du tracé, on se rappelle qu'il y avait deux branches. Il y avait des besoins, une forte demande au niveau d'Elmer à l'ouest. Donc, on a une branche sud qui dessert le boulevard des Allumetières en passant par Wilfrid-Lavigne puis qui fait le chemin d'Elmer. Mais on a aussi la demande au niveau du plateau, donc du boulevard du plateau, qui vient rejoindre la branche sud via Saint-Raymond. On a un tronc commun ensuite. Donc, ce tronc commun-là suit le boulevard Alexandre-Taché, dévie via la rue Lucerne, passe derrière Lucot pour rejoindre la rue Laurier au centre-ville de Gatineau. Et on fait la traverse via le pont-portage et on s'arrime au train via les stations Lyons et Parlement dans les deux options, soit tunnel ou en surface. Donc, au niveau des prochaines étapes, on a l'étude complémentaire qui s'est complétée au courant de l'été 2021. Présentement, les étapes en cours, on est en relevé de terrain. Donc, on fait l'inventaire environnemental. On fait aussi l'arpentage et des études géotechniques qui vont venir alimenter les prochaines études d'impact sur l'environnement et l'avant-projet préliminaire. Également, pour pouvoir débuter ces deux gros blocs d'études-là qu'on prévoit débuter début 2022, on a besoin de s'adjoindre des services professionnels pour compléter l'équipe de bureau de projet. Donc, c'est un volet important, puis c'est là-dessus qu'on travaille présentement. Donc, si avec cet appel d'offres-là, puis l'arrivée des consultants planifiés, on parle de planification parce qu'il reste encore des volets de financement à confirmer au niveau fédéral, on va débuter les études d'impact sur l'environnement et l'avant-projet préliminaire. Donc, les études d'impact, où on en est rendu, au niveau, on a une étude au niveau de l'arrimage des processus. Donc, c'est quand même une complexité. On a un projet qui est dans la province de Québec, qui œuvre aussi au niveau de la province de l'Ontario avec l'agence fédérale aussi. Donc, on a à arrimer
et ordonnancer toutes les étapes au niveau de l'étude d'impact. Il y a 3 processus, donc on est en train de regarder tout cet arrimage-là. Les grands volets qui vont être traités dans cette étude d'impact sur l'environnement, bien entendu, l'écologie avec tous les impacts forestiers, la faune, la flore, le réseau hydrographique, l'archéologie, le bruit, la vibration, les impacts visuels. Donc, c'est tous des volets qui vont être regardés de façon plus précise dans les prochains mois. On vise le BAP, qui est le Bureau d'audience publique en environnement. Donc, on vise une présence au BAP vers la fin 2023. Donc, il y a plusieurs mois d'études à enclencher, là, puis à réaliser avant d'arriver là. Le processus, puis là, je fais juste une parenthèse par rapport au processus québécois, par exemple, puis les processus en Ontario au fédéral, ça va être un peu le même principe, c'est qu'on fait quand même, le processus s'enclenche quand le promoteur fait un avis de projet officiel au gouvernement, au ministère de l'Environnement. Donc, cet avis de projet-là, il est public aussi. Donc, pour suivre le projet, là, vous allez savoir quand le bureau fait l'avis de projet. Puis souvent, dans le processus, il est prévu une période où le public peut, au début du processus, venir donner, si vous voulez, les éléments ou les enjeux pour lesquels il voudrait que l'étude d'impact réponde à ces enjeux-là. Donc, c'est un processus qui est bien établi puis qui est très transparent par rapport aux études qu'on va réaliser. Donc, ça, c'est le volet études d'impact qu'on planifie de 2022 à 2023, environ 24 mois. L'avant-projet préliminaire il se fait en parallèle. Les deux vont nous donner, vont communiquer des résultats à un et à l'autre, vont influencer, les deux vont s'influencer. Il y a la conception préliminaire du système de tramway. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est tout ce qui est la conception des stations, conception vraiment définitive ou conceptuelle des stations, la conception de la plateforme de roulement, dépendamment du tronçon, des conditions de sol. Ensuite, toute la question d'alimentation électrique, les systèmes d'exploitation, le matériel roulant, toutes les spécifications auxquelles on veut. Donc, ça, c'est les grands principes de conception préliminaire. Ensuite, on prend cette conception-là ou ces données-là, puis ça va nous permettre de les implanter selon le tracé qui a été privilégié. Donc, on a un système implanté dans une emprise de rue. On va valider le positionnement exact. Pour ça, ça nous prend un inventaire du sol. Ça nous prend les relevés de terrain qu'on va avoir faits au préalable et les solutions. Qu'est-ce qu'on a à déplacer dans le sol? Comment qu'on veut réaménager ça aussi? Donc, tout ce volet-là va se faire dans l'avant-projet préliminaire, que ce soit les tronçons du secteur Gatineau, ou l'implantation sur Wellington, ou même l'implantation du tunnel Sous-Parc. Et au niveau du pont-portage. Donc, c'est tout le même principe. Ça va tout définir où on l'installe dans l'emprise de rue. C'est toutes des étapes à réaliser pour s'assurer que l'emplacement est optimum dans le tracé privilégié. À ça, bien là, il y a le volet plus analyse financière économique où on fait un montage financier et pour la préparation d'un dossier de planification qui va être remis aux instances gouvernementales pour une autorisation de passer aux étapes subséquentes. Donc, c'est quand même 2 grosses années chargées et c'est un peu comme ça que ça va se décliner au niveau des études. Maintenant, au niveau de la consultation, donc, c'est certain que ça prend l'arrivée des équipes d'ingénieurs. Donc, on vise une mobilisation des équipes de consultants au début 2022. Puis après ça, les consultants, quand ils rentrent, il faut qu'ils s'approprient le dossier, il faut qu'ils s'approprient les études qui sont déjà faites parce qu'il y a quand même, depuis 2010, qu'il y a des études qui sortent sur l'ensemble du dossier de mode structurant. Donc, il y a une prise de possession du dossier. Puis, après ça, avant de passer à des étapes de conception ou d'établir des concepts, bien là, selon les différents secteurs, on va faire avec
les regroupements résidents. On va pouvoir regarder tronçon par tronçon, puis faire des consultations sur des éléments spécifiques du secteur pour pouvoir sensibiliser les consultants, puis les équipes de conception à compléter ces concepts-là. Puis, bien entendu, il va y avoir un dialogue qui va être en continu. Donc, une fois qu'on va avoir avancé la conception, bien, il y aura un retour qui sera fait à ces comités de consultation sectorielle qui permettra d'expliquer qu'est-ce qui est considéré, puis si on ne l'a pas considéré, pourquoi il n'a pas été considéré. Donc, c'est un jeu, c'est itératif, puis c'est pour ça là, que c'est quand même des consultations qui s'échelonnent sur 2022, 2023 et en continu. Et bien entendu, il va y avoir toujours des communications en continu avec les organismes du milieu des affaires institutionnelles et associatives. Donc, et la suite, quand les autres étapes sont approuvées, quand on passe en réalisation, bien là, c'est un autre niveau de consultation pour lequel on va revenir discuter puis présenter. Donc, ça va se faire là, tout le long de l'horizon du projet selon les différentes phases de réalisation. Donc, c'est un peu une petite mise en bouche là, où on en est présentement. Donc, là-dessus, mais je vais repasser la parole à Sheila. Donc, merci et bonne soirée. Merci beaucoup, M. Tremblay. Et je vous rappelle qu'on va passer aux questions après les présentations de nos panélistes. Alors, n'hésitez pas à nous en faire part à tout moment directement sur la plateforme StudioCast, telle que je l'ai expliqué au tout début. Je vais maintenant céder la parole à M. Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville. M. Savard est titulaire d'une maîtrise en aménagement du territoire et en développement régional avec une spécialisation dans les domaines des transports, de l'urbanisme et du design urbain. Son implication et son travail dans le débat public l'ont amené à diriger la rédaction de nombreuses publications sur les enjeux de mobilité durable et d'urbanisme. Alors, M. Savard, la parole est à vous. Bien, bonsoir à tous. Merci d'abord à la Société de transport d'Outaouais pour l'invitation. Ça me fait plaisir de passer cette première soirée de l'automne qui commence aujourd'hui avec vous pour parler effectivement d'un sujet qui me suit depuis le début de ma carrière, l'implantation de réseaux de transport en commun structurants, souvent de type ferré. J'ai commencé beaucoup autour du tramway de Québec. Maintenant, je suis impliqué autour du REM à Montréal. Puis là, ça me fait plaisir là, de venir parler de l'impact mutuel entre transport et aménagement du territoire. Donc, comment il s'agit d'un potentiel important à saisir. Un petit mot rapidement sur l'organisation que je représente. Vivre en ville, on a 25 ans aujourd'hui. On s'intéresse à tout ce qui concerne comment on construit nos collectivités. Ça va effectivement des transports, de l'urbanisme, qui est plus mon domaine de spécialisation. On a même des équipes chez nous qui parlent de systèmes alimentaires durables, qui sont capables de parler de bâtiments durables, d'efficacité énergétique. Donc, la ville, les collectivités sont notre passion. Et je tiens à souligner, s'il y a des gens qui ne le savent pas, que justement, on a une quarantaine d'employés divisés en 3 bureaux. Et donc, Montréal, Québec, mais également un petit bureau à Gatineau qu'on tient depuis 2011 maintenant. Donc, on connaît quand même bien le terrain. Puis, c'est un dossier que je connais pas à fond comme M. Carpentier, mais que je suis pas complètement perdu. Donc, c'est pas complètement désincarné pour moi. Ce que je vous présente vient de notre réflexion, notamment d'un livre paru il y a quelques années, Retisser la ville, sur comment on peut réarticuler justement l'urbanisation, la densification et les transports en commun et quels sont les potentiels. Pour nous, pour aller chercher justement tout le potentiel d'un investissement comme celui d'un tramway, comme de tous les modes ferrés notamment. Il faut absolument qu'il y ait un renforcement entre la planification urbaine et la mobilité et les transports. C'est ce que je vais vous parler dans les prochains 18 minutes environ. Donc, première condition, et on ne reviendra pas très longtemps parce qu'on va s'attaquer plus à l'enjeu de l'aménagement, mais un nouveau
un nouveau parcours de transport en commun à un haut niveau de service, c'est une bonne nouvelle. Il y a quand même un certain nombre de conditions là, à remplir pour dire que ça peut avoir un effet structurant sur la ville au niveau des transports. On sait notamment que les modes ferrés ont une attractivité plus forte, mais peu importe le mode, si on veut que ce soit structurant, il faut aller en haute fréquence. La fréquence, on le dit en anglais, là, la fréquence et la liberté en matière de transport collectif. De fiabilité, donc les horaires soient respectés, donc d'où l'importance d'être en site propre, le plus à côté de la circulation possible. La fiabilité aussi, ça peut être une question de capacité, donc la capacité dans le mode, mais également une amplitude horaire pour que ça puisse devenir finalement un mode de vie d'utiliser le transport collectif. À travers le temps, les études sont à peu près unanimes. Lorsqu'on réussit à mettre en place à un niveau toutes ces caractéristiques-là, on a un report modal de l'auto vers le transport collectif relativement important. Ici, devant vous, vous avez des chiffres là, pour le métro de Laval, par exemple, où il y a une diminution quand même dans notre monde, où ce que la place de l'automobile progresse toujours, mais avec l'arrivée du métro à Laval, on a vu une diminution de 14% de l'utilisation de la voiture. Et ça, c'est des années relativement là, un peu éloignées. Là. Les chiffres à jour seraient encore mieux. Une augmentation de 12% du transport en commun, c'est en une dizaine d'années. En 2006 et 2016, là, c'est pas écrit sur la diapo, mais ça ressemble à ça. Donc, il y a un report modal réel qui se fait avec ce type de mode de transport-là avec un impact sur l'aménagement. Je vais quand même dire un petit mot sur, et j'aurais pu passer beaucoup de temps de la présentation parler de ça, mais les avantages pour les gens. Là. Les avantages au niveau notamment de la voiture. Et je vais le tenir durant toute ma présentation. Là. Le but étant de créer des modes de vie et des milieux de vie qui nous rendent moins dépendants de la voiture, de la possession de la voiture ou de l'auto solo. Mais si on est capable pour un ménage, grâce à un nouveau mode de transport comme un tramway, de se débarrasser d'une voiture, c'est de l'argent dans nos poches. C'est dit, les usagers du transport en commun sont moins sédentaires juste parce qu'ils deviennent des piétons dès qu'ils débarquent du bus ou presque, sont moins sédentaires que les usagers de la voiture, donc sont en meilleure santé, ont tendance à faire leurs 10 000 pas par jour, là, bien, on a tendance à la faire beaucoup durant ces modes-là. Mais également, on peut connaître tous les autres avantages, que ce soit au niveau de la circulation, la sécurité routière, le bruit ambiant, la pollution atmosphérique. Donc, beaucoup d'avantages pour les citoyens. Des avantages aussi pour les entreprises. Les gens veulent de plus en plus d'options. On sait notamment chez la jeune génération, elle est un petit peu moins accro à l'auto et plus accro au texto. Donc, avoir des options de transport collectif pour pouvoir faire autre chose qu'être au volant, c'est très important. Donc, d'améliorer le transport collectif ou d'avoir un bon transport collectif à proximité d'une entreprise est souvent une bonne nouvelle parce que ça donne des options aux gens pour se déplacer. Ça donne donc aux entreprises un plus grand bassin d'emploi, ça donne une plus grande attractivité, une meilleure rétention aussi des employés. Une de mes petites blogs de la soirée, on a un beau site là-dessus, localisationécoresponsable.com, qui s'adresse surtout aux entreprises, mais qui a beaucoup d'avantages là-dessus. Si vous voulez en savoir plus, on peut aller là. Là, ce que je vais passer un tout petit peu de temps là, pour ma présentation, après vous montrer des exemples qui ont eu lieu à travers le monde, notamment en Europe, en Amérique du Nord, c'est il faut briser le cercle vicieux que vous voyez devant vous. Il faut réussir à s'affranchir de la dépendance à l'auto et l'articulation entre un transport collectif en commun structurant comme tel que proposé à Gatineau et l'aménagement peut réussir. Donc, on a un cercle vicieux depuis des décennies qui fait en sorte qu'il y a eu l'introduction de la voiture. La voiture a été de plus en plus présente. Il y a eu de plus en plus de circulation. Et là, on s'est mis à adapter les villes à la voiture, à faire beaucoup d'autoroutes, à élargir des voies et ainsi de suite. Et donc, à créer une capacité routière qui a eu une tendance à faire en sorte qu'il y a eu un étalement urbain. Et là vient entrer la donne
de l'urbanisme et de l'aménagement qui a fait on s'est un peu étendu beaucoup dans nos villes et on est devenu très dépendant de la voiture. Donc, on s'est mis à tout faire en voiture et les kilomètres parcourus général là, se sont mis à augmenter de manière importante. Et c'est un cercle qui s'entretient et donc qui fait en sorte que là, on a plus de voitures, on a besoin de plus d'infrastructures qui apportent plus de voitures, qui fait qu'il y a plus finalement d'éparpillement et d'étalement urbain. Et donc, ce cercle vicieux-là, il faut réussir à le briser. Et d'un point de vue collectif, il ne faut pas oublier que ces kilomètres parcourus-là, cette possession-là, disons, trop grande de beaucoup de voitures par ménage, a des conséquences environnementales importantes. On le sait, le secteur des transports, notamment des personnes, est le plus grand émetteur de gaz à effet de serre au Québec. Mais même si tout d'un coup de baguette magique, on deviendrait tous avec des voitures électriques, il y aurait également d'autres enjeux liés à la possession de voitures par tout le monde qui sont problématiques. Juste la construction de l'ensemble de ces voitures-là. Si chaque habitant de la planète avait notre mode de vie, ça ne serait pas soutenable. Donc, il faut tout de même prendre un virage vers une moins grande dépendance à la voiture. Et pour y arriver, il faut briser le cercle vicieux pour mettre en place un cercle vertueux. Faire un cercle vertueux qui va s'asseoir sur une offre de transport collectif pour les déplacements dans la ville, notamment les déplacements domicile-travail beaucoup, mais tous les autres motifs de déplacement. Donc, à travers une offre de transport collectif, de transport en commun, un peu comme on propose ici pour l'ouest de Gatineau avec le tramway. Donc, c'est la partie du bas du graphique, intervention en mobilité pour accroître l'offre de mobilité durable, mais également construire des quartiers que nous, on appelle pour planifier des courtes distances, pour qu'on puisse vivre davantage à pied pour les autres choses que, par exemple, notre déplacement domicile-travail, que ce soit pour l'école, que ce soit pour les courses qu'on a à faire dans tous les jours, que ce soit même pour nos loisirs. Donc, faire des villes où on peut à peu près faire tout à pied, à vélo. Donc, et rendu là, vous me voyez venir, si on met en place ces deux éléments-là, on peut briser le cercle vicieux parce qu'on fait en sorte que là, les gens se mettent à moins utiliser la voiture. Donc, il y a moins de voitures, il y a moins de demandes sur les infrastructures routières, sur les stationnements. Donc, on peut faire plus de place pour les modes de transport collectifs et actifs et finalement enclencher un cercle vertueux. Mais comme je le disais, pour y arriver, il faut avoir des options autant d'un point de vue dans notre vie de quartier que dans la vie dans la ville, donc les déplacements un peu plus longs, déplacements notamment domicile-travail. Donc, tout l'objectif de notre approche de retisser la ville vise à briser le cercle vicieux dans lequel on est depuis des décennies pour mettre en place le cercle vertueux. Donc, ça nous amène puis à la notion de TOD, Transit Oriented Development, qui est un peu une approche urbanistique qui vise justement à mettre en place ce cercle vertueux-là, qui se décline souvent à deux échelles, à une échelle de l'agglomération, mais à l'échelle du quartier aussi. C'est très important de le mentionner parce que parfois, un des pièges, et là, je n'aime pas ça de donner d'exemples négatifs, mais je peux le donner. Il y a un des pièges qui peut avoir lieu, c'est lorsqu'il n'y a pas de transformation urbaine liée, lorsque tu restes à côté du transport en commun, mais qui ne vient pas transformer le milieu traversé. On parle souvent de, finalement, transport en commun, de développement adjacent au transport en commun, mais pas non plus avec une opération urbanistique intéressante. Donc, vous avez ici là, un peu une caricature, bon TOD, bad TOD, comment y arriver pour faire en sorte justement d'avoir une urbanisation et un aménagement du territoire qui vient finalement renforcer la mobilité durable. Donc, on parle de villes des courtes distances, l'importance des espaces publics, des cœurs de quartiers vivants et animés. Donc, on peut parler donc des rues conviviales, des rues marchables et ainsi de suite. Je vais avoir quelques exemples. Donc, les principes au travers du TOD, tels que décrits par Vivre en ville, puis c'est pas juste nous, là, nous on a pris tout ce qui se faisait à travers le monde qui se faisait par rapport à ça. À l'échelle de la ville, ce qui est important de faire,
première, puis qu'est-ce qui est encadré ici, le réseau structurant de transport en commun. Mais après ça, il faut aussi décider d'un point de vue d'urbanisation, de dire, bon, ben, il y a certains corridors qui vont être priorisés. Dans le cas du tramway de l'Ouest, on les a identifiés tantôt. Où est-ce qu'on va décider qu'on va diriger la croissance urbaine? On le sait, on accueille un peu plus de population. Ben, il faut s'assurer de la diriger à ces endroits-là. Donc, et pour éviter l'étalement urbain toujours plus loin, dépendant de la voiture. Ça donne des situations, et je vais y aller un petit peu plus en profondeur après, ça donne des quartiers de ce type-là où est-ce qu'on est un peu plus proche. Et je suis capable d'imaginer à certains endroits à Gatineau, je vais l'approfondir un peu plus loin. Ça donne aussi une structuration à l'échelle régionale où on décide qu'il y a des pôles institutionnels, des pôles de bureaux, des pôles récréatifs. Je vais en parler encore un petit peu plus loin, c'est le corridor Roslyn-Ballston à Washington. Puis on peut même réussir à travers cette urbanisation-là à faire des power centers à côté du transport en commun. C'est une autre manière de voir, mais ça, c'est un exemple réel qui existe depuis 10 ans à Vancouver. Donc, le projet de RISE, où on a un grand Home Depot, qui est comme un grand Home Depot qu'on connaît, mais dans un milieu urbain. Évidemment, à l'échelle du quartier, mais là, c'est la ville des courtes distances, c'est des cœurs animés. On pourrait faire ça sans transport collectif structurant, mais si on le fait, avec du transport collectif structurant, on accentue, il y a, il y a une espèce d'accentuation des effets positifs et une accélération des effets positifs. Ça peut même être bon pour le commerce de proximité. Hein. Les usagers du transport en commun dépensent autant que des automobilistes, mais ils deviennent des piétons aussi, qui dépensent encore plus. C'est statistiques là, venues de France qui démontrent qu'il n'y a pas d'enjeu là. C'est une occasion d'améliorer toutes les formes de mobilité. Je vais laisser probablement Michael aller un petit peu plus loin par rapport à ça, mais je vais quand même aller sur certains points. Je ne parlerai pas en profondeur de Vancouver, quand même un petit clin d'œil à Vancouver, qui a adopté de manière très importante à travers notamment l'insertion du SkyTrain dans la ville. SkyTrain, là, il y a des petites parentés avec le REM qu'on va voir à Montréal, donc où on a fait du redéveloppement urbain autour des stations, où les stations sont devenues le point focal du quartier avec centres communautaires, commerce, écoles, habitation plus dense. Hein. On sait, il y a une demande pour l'habitation plus dense, les ménages sont plus petits, il y a un peu moins de demande pour l'unifamilial, en raison des changements démographiques. Donc, et Vancouver a réussi à mettre en place le cercle vertueux dont je vous parlais. Vous avez une donnée ici qui démontre qu'en 10 ans, ils ont augmenté de 33 % leur achalandage du transport collectif et c'est devenu la manière principale de se déplacer dans la ville de Vancouver pour les déplacements de travail, domicile-travail. Et à Vancouver, dorénavant, c'est de plus de 50 % des déplacements qui se font autrement qu'en voiture. Donc, les transports collectifs et actifs, vélo, marche, transport en commun, puis micromobilité maintenant, là, sont devenus majoritaires. Donc, maintenant, quand il y a du développement à Vancouver, ça va du côté positif au niveau du nombre, par exemple, de voitures, et ainsi de suite. Je terminerai avec 3 petits cas très rapidement pour montrer que ça se fait. Pour vous montrer qu'est-ce que je vous dis depuis tantôt, ça fonctionne. D'abord, premier cas, Roslyn-Ballston en banlieue de Washington, corridor, celui-ci axé autour du métro. Corridor à souligner qu'il s'est inséré dans une trame relativement de banlieue. Quand tu fais le corridor Roslyn-Ballston que j'ai visité personnellement, tu ne marches pas beaucoup pour finalement te retrouver dans des quartiers de maisons unifamiliales. Mais on a accès à une certaine densification, notamment sur des stationnements de centres d'achat et ainsi de suite, une certaine densification de la trame urbaine autour de la ligne de métro et c'est relativement bien réussi. Ici, vous avez des gabarits un peu plus élevés, très près des stations, mais vous avez, il y a articulé aussi beaucoup de commerces assez intéressants. Il faut dire que c'est une banlieue relativement riche de Washington, donc les gens sont capables d'aller dans certains types de commerce. Il faut avoir conscience, il n'y a jamais de cas qu'on peut faire copier-coller, mais on se retrouve quand même avec aussi une bonne insertion, notamment du patrimoine, mais également tout type de sorte d'habitation. Puis, chacune des stations est connectée avec une station de Bixi. En fait, ils ont le même système que Montréal, donc
station de Bixi avec tous les liens qu'il y a à faire, mais je vais laisser, comme je le disais, Michael élaborer un petit peu là-dessus. Deuxième cas, qui sur plusieurs abords aussi pourrait me faire penser, dans certains cas, à Gatineau, c'est le projet de Orenco Station. Le projet, la carte que vous voyez, c'est en banlieue assez éloignée de Portland, en Oregon. Et c'est un projet, justement, c'est un des premiers projets de Todd qui a eu lieu. Quand la théorie du Todd est arrivée, là, un peu, bon, on a toujours fait des Todd, hein? Ville-Mont-Royal à Montréal, qui a été fait à la fin du 19e siècle, c'est un énorme Todd, mais disons que quand on s'est rendu compte que notre urbanisation était trop axée autour de l'étalement urbain, autour des années 90, on s'est mis à pousser beaucoup le Todd, notamment en Amérique du Nord. Et ça, c'est un des premiers Todd qui s'est fait. Et quand même assez intéressant parce que lui a réussi justement à articuler au cœur du quartier des commerces de proximité. Vous voyez ici sur la photo, le Market New Season. Vous voyez l'intersection principale du quartier. C'est juste un petit peu plus loin de la station, avec un bâti aussi de densité moyenne, que je dirais, comparativement à Washington, que je vous ai présenté tantôt, où est-ce que c'était du gabarit un peu plus gros, c'est une métropole. Ici, on est dans du bâti une densité beaucoup plus moyenne. Il n'y a pas grand-chose qui est plus haut que 4 étages dans le cas de Orenco, par exemple. Et c'est très réussi. C'est un quartier qui vieillit bien. Vous voyez, les arbres sont matures parce qu'il a commencé à se construire dans les années 90 et là, il est complété. Maintenant, là-bas, et notamment, là, je ne vais pas trop rentrer en controverse, il n'y a pas de stationnement incitatif. Le stationnement incitatif n'existe pas, même si on est en banlieue éloignée, parce qu'on a axé sur le redéveloppement urbain. Donc, ça donne ce genre de quartier-là. Et tous ces gens-là ont accès à pied à la station et accès au centre-ville de Portland très rapidement. Mon dernier exemple est un exemple allemand. Le quartier Rieselfeld à la franche de Fribourg, en Allemagne du Sud. Quartier très intéressant et à souligner que ce quartier-là, le tramway est arrivé avant qu'on construise le quartier. Et je tiens à mentionner, à faire ce message-là parce que parfois, les gens voudraient que l'ensemble de la demande pour un tramway soit présent au jour 1 pour le justifier. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Au contraire, si on veut que le développement se fasse de manière autour du transport en commun, idéalement, on le fait en premier, même si la demande n'est pas encore à 100%. Et Rieselfeld, la ligne de tramway passait et il y avait à peu près personne. Et on a construit tranquillement le quartier autour de 3 stations de tramway qui sont pas trop loin quand même du centre-ville, mais c'est à la frange. Là. Vous pouvez voir, il y a une réserve écologique là, juste à l'ouest. Donc, vous voyez le type de bâti. C'est un quartier aussi qui est très bien évolué, encore une fois, à une échelle relativement humaine, où que les quartiers sont au centre. L'école est à côté de la station de tramway. Donc, s'il y a des élèves qui viennent de plus loin, c'est une école secondaire, peuvent aussi en profiter. Donc, vous voyez le genre de quartier Todd. Je viens de vous donner 3 exemples de quartiers Todd qui se sont développés autour du transport collectif et qui ont, puis justement dans nos publications, je n'ai pas voulu assommer de chiffres, là, mais qui ont des excellentes parts modales au niveau de l'utilisation de la marche, du vélo et du transport en commun. Je vous remercie. Puis s'il y a des questions, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, M. Savard. C'est vraiment très, très intéressant. On cède maintenant la parole à M. Michael Wexler, dirigeant du Bureau canadien de Copenhagen Design Corporation, une firme internationale en urbanisme cyclable implantée à Copenhague, au Danemark. M. Wexler est présentement à la barre de 3 dossiers majeurs en cyclisme urbain pour le compte des villes respectivement de Lévis, au Québec, Santa Cruz, aux États-Unis et Dubaï, aux Émirats arabes unis. Il va nous parler, entre autres, de la complémentarité entre le vélo et le tramway, en sachant que Gatineau a été sacrée meilleure ville vélo au Canada cette année. Ce contenu risque d'en inspirer plusieurs. Monsieur Wexler, à vous la parole. Merci pour la présentation, Sheila. Puis bonsoir à tous. Je suis tellement content d'être avec vous ce soir, de parler un tout petit peu sur l'effet d'un réseau structurant sur l'aménagement urbain, puis l'interconnexion entre le transport actif, l'utilisation du vélo en ville, puis le transport collectif.
Puis, un petit note sur notre organisation, Copenhagen Ice Design Co. On dit que nous ne sommes pas des cyclistes. On est des gens qui utilisent notre vélo pour aller à point A à point B dans les trams urbains. Nous, on fait du travaux en design, en urbanisme, en communication. Puis, chaque 2 ans, on publie un index, les meilleures villes vélo dans le monde, avec nos 3 bureaux basés à Copenhague, en Paris, puis ici à Montréal. Puis, nous, on est... Oh, j'attends mon écran. Excuse-moi, un petit minute. Des problèmes techniques. Nous, on veut parler des rues. On parle des rues ce soir, puis pour nous, on veut parler de l'histoire des rues. Puis à l'époque, les rues étaient ouvertes à tous. C'était des espaces pour rencontrer des gens, c'était des espaces pour jouer. Mais quelque chose a changé dans nos villes. On a changé nos rues de cela à ceci. Et pour nous, on veut changer la question qui était posée durant le 20e siècle. On demande toujours combien de voitures peut-on faire circuler dans la rue. Et pour nous, durant le 20e siècle, ça c'était la question pour comprendre le succès de nos rues. Et si on change la question et on demande une autre question, si on demande combien de personnes peut-on faire circuler dans la rue, on sait qu'on peut avoir des systèmes avec 10 fois plus de capacité si on fait des rues complètes qui donnent de l'espace aux piétons, qui est vraiment un vrai espace confortable, un vrai espace confortable au vélo, au transport commun, puis aussi un espace pour la voiture. Et on sait, si on parle de mathématiques, c'est si simple, de l'efficacité. On sait que la plupart des gens qui sont dans une voiture sont là toutes seules, auto-solo, et ça prend beaucoup d'espace, la voiture en ville. Puis dans une communauté urbaine, on peut, tu vois, l'image ici, c'est une image de Copenhague, puis on voit, il y a beaucoup plus de gens qui peuvent être à vélo ou peut être en transport collectif, si c'est bus, tram, train, etc. Alors, pour nous, notre plan de transport, c'est vraiment un plan de transport moderne. On veut inspirer des gens au travers du monde pour créer des trajets les plus courts pour les modes que l'on privilégie. Alors pour nous aujourd'hui, ce soir, je veux parler du vélo. Et je veux pas parler du vélo comme quelque chose qui me définit comme un cycliste, mais je veux parler du vélo comme un outil pour rendre nos villes plus beaux, plus confortables, plus marchables, plus efficaces pour tout le monde. Ça, c'est un bel exemple ici de nouvelles pistes cyclables, le réseau Express Vélo à Montréal, que j'utilise souvent, proche de chez moi. Et ça, vraiment, c'est une infrastructure qui a créé beaucoup d'opportunités pour des gens qui n'ont pas utilisé le vélo avant. Et on sait qu'avec un réseau structurant pour le transport actif, on peut améliorer nos villes. Et c'est pas quelque chose de nouveau qu'on fait dans nos villes. On voit des exemples dans l'histoire. Ici, c'est une carte de 1897 où on a commencé la planification d'un réseau vélo à Montréal. Alors, on a fait ça à l'époque, mais on a oublié que ça, c'était une façon de planification qu'on a faite à l'époque. Excuse-moi. Oh, excuse-moi. Alors, ici, on voit aussi la ville de Copenhague. C'est la meilleure ville vélo dans le monde. Mais dans les années 50, Copenhague était comme la plupart de nos villes en Amérique du Nord. Il y avait beaucoup d'autos. Et ça, c'est un des places publiques qu'on voit aujourd'hui qui est plus comme ça. Et si on compare les deux images, on a la même nombre de cases de stationnement, mais un, c'est pour la voiture, ici, c'est pour le vélo. On sait que c'est beaucoup plus efficace, puis ça rend nos espaces plus conviviaux, ça nous donne plus d'espace pour faire des autres choses, pour qu'il y ait du vie qui puisse s'installer là, dans une place publique. Et aussi, à Copenhague aujourd'hui, avec beaucoup de travail, on a créé un système où monsieur, madame, tout le monde peut circuler en vélo en toute sécurité avec leurs enfants. Excuse-moi. Alors, pourquoi les gens circulent en circulation à Copenhague en vélo? Et ça, c'est parce qu'on a un réseau continu. On a un réseau des pistes cyclables séparées, un réseau structurant qui va au travers de la ville. Maintenant, on peut voir 375 km de pistes cyclables et c'est des pistes cyclables protégées avec plus que 60 km des voies vertes cyclables dans les parcs et à côté des cours d'eau.
Puis, on a créé des raccourcis pour des cyclistes durant des décennies pour s'assurer que le vélo, c'est un outil, un système efficace pour rendre de point A à point B. Et aussi, ce réseau-là, ça connecte jusqu'aux banlieues aussi. Il y a un réseau cyclable métropolitain, 57 km de réseau express vélo pour la métropole, pour que c'est possible de prendre ton vélo le matin quand tu habites en banlieue, puis d'y aller pour 20 km pour accéder le centre-ville en vélo. Et ce réseau structurant, c'est aussi connecté à la réseau structurant des transports collectifs à Copenhague. Alors ici, dans l'image, vous voyez le train de banlieue, puis aussi le métro. Puis on sait que ces deux réseaux structurants sont bien intégrés. Et c'est ça le point qui est vraiment important. Ici, c'est l'image du train de banlieue à Copenhague. Puis chaque voiture du train a une demi-voiture qui est vraiment là pour les vélos. Il y a une grande image du vélo sur la porte. Et quand tu rentres là-dedans avec tes vélos, il y a plein d'espace pour laisser le vélo, puis continuer ton voyage sur le train, puis le finir en vélo à la fin. Et on sait que les chiffres mentent pas. À Copenhague aujourd'hui, 62% des gens utilisent le vélo comme mode de transport primaire. 21% utilisent le transport collectif et juste 9% de gens disent que auto solo, c'est leur façon de déplacer de domicile travail. Excuse-moi. OK. Alors ici, on voit que quand on demande les Danois pourquoi vous déplacez en vélo, c'est pas la réponse de oui, c'est bon pour l'environnement, pourquoi j'utilise mon vélo tous les jours. C'est parce que c'est facile et rapide. S'il n'y avait pas un réseau structurant pour le transport actif, les réponses vont être différentes. Tout le monde sait que le vélo, c'est de l'exercice. Tout le monde sait qu'être en vélo, c'est pas cher, c'est pratique, c'est bon pour l'environnement. Mais ça rend facile et rapide. Ça devient un vrai choix pour les gens quand on a un réseau structurant pour le transport actif. Puis, on a des exemples plus proches de chez nous, ici à Gatineau, mais ici à Montréal. On a le réseau Express Vélo qui ça fait juste 1 an que c'est implanté à la ville de Montréal. Puis, on a déjà des données tellement impressionnantes pour partager. Excuse-moi, j'ai vraiment des problèmes d'écran. OK. Alors, ici, c'était des données qui ont venu de la presse en juin. Puis on voit qu'il y avait une augmentation de nombre de cyclistes sur la nouvelle piste cyclable sur Saint-Denis, sur le réseau Express Vélo. Puis au même temps, les anciennes pistes qui étaient les parties du réseau structurant avant l'ajout de cette nouvelle piste-là, il n'y a pas changé. Alors, après que l'implantation de la nouvelle piste était là sur Saint-Denis, on a vu un doublement de données de cyclistes qui étaient sur les rues de Montréal. Alors, on sait qu'avec cette nouvelle infrastructure, on a ajouté des cyclistes au réseau vélo de Montréal. On n'a pas juste divisé le nombre de cyclistes qui a utilisé un piste ou l'autre, mais on a créé une nouvelle offre, une nouvelle opportunité pour des gens pour essayer le vélo puis l'utiliser comme mode de transport. On a des autres exemples aussi. L'exemple de Calgary, le réseau minimal, où en 2015, il n'y avait pas des grandes pistes protégées au centre-ville de Calgary, mais comme projet pilote pour 1 an, la ville de Calgary a décidé de faire 3 rues avec des pistes protégées comme un réseau minimal, un réseau structurant, mais petit parce que c'était juste vraiment 3 connexions. Puis avec ce réseau minimal, ils ont traqué toutes les données, puis ils ont montré qu'il y avait 1,2 million voyages en vélo durant le projet pilote. Puis ça, c'était juste sur 2% de tous les kilomètres des voies qui étaient utilisées pour les pistes cyclables. Alors, c'était un grand succès. Puis maintenant, c'est pérennisé dans le centre-ville de Calgary. C'est ça l'effet d'un réseau structurant pour le transport actif. Et on voit plusieurs exemples. M. Savard a déjà parlé de Portland, puis on a plein de bels exemples à Portland où on intègre avec des grosses infrastructures le transport collectif et le transport actif. Ici, le pont Tillicum Crossing, c'est tellement impressionnant pour l'Amérique du Nord. C'est un pont où il n'y a pas de voiture. C'est juste de transport collectif. Il y a un tramway, puis il y a des pistes protégées pour les piétons et les cyclistes. Et c'est vraiment un gros succès pour la ville. Et on voit aussi que
Excuse-moi encore, avec mes images. À Bordeaux, le projet pilote sur le pont de Pierre, avant, il y avait de trafic automobiliste là-dessus. Ce lien était tellement important pour le transport collectif et le transport actif que quand les voitures étaient interdites, il y avait une augmentation de 9% d'utilisation du tram, puis une augmentation de 20% de transport actif. Quand il y a des espaces qui sont protégés, qui sont structurants, qui se connectent des destinations dans un réseau, les gens l'utilisent. Alors, je veux bouger un petit peu dans un autre pays. On veut parler du Pays-Bas. Parce que dans le Pays-Bas, là, c'est vraiment la royaume où on a l'intégration du transport collectif et vélo. Et il y a un modèle qui a été créé là, et c'est le modèle de combiner le vélo puis le transport collectif. Et c'est vraiment une solution porte à porte. Parce qu'on sait que le vélo, pour du transport terrestre, c'est le plus efficace pour les trajets de courte distance. Puis on sait que le transport collectif, c'est le moyen du transport terrestre le plus efficace pour les trajets de longue distance. Alors, si on peut combiner ces deux-là, on peut avoir une zone d'attractivité de la station de 25 fois plus grande. Normalement, monsieur, madame, tout le monde va marcher peut-être 1 kilomètre normalement entre la gare et leur maison. Mais on sait que la plupart des gens qui utilisent leur vélo, qui ne sont pas des cyclistes intenses, mais juste des gens qui utilisent leur vélo, ils vont circuler en moins 5 km. Ou 5 km, c'est vraiment le maximum que la plupart des gens disent qu'ils vont, ils vont circuler en vélo. Alors, avec cette augmentation, il y a beaucoup plus d'espace qui peut être couvert puis que connecté à la station si on connecte les deux modes de transport. On sait que si on intègre le vélo entre la maison puis le transport collectif ou entre le travail ou l'école puis le transport collectif, on peut remplacer un certain nombre de voyages, de voitures ou peut-être de certaines routes de bus qui sont peut-être pas super efficaces aujourd'hui, mais c'est vraiment un outil pour offrir une autre opportunité aux gens d'accéder à un réseau structurant de transport collectif. Alors, si on prend un exemple, si on dit qu'on a un trajet de 3 km à faire pour se rendre à la station d'un tramway, puis on a 4 options pour rendre là. On sait que si on prend le bus, ça peut prendre 10 minutes si c'est efficace, mais peut-être si on n'est pas là exactement au bon moment, ça va prendre 15 ou il y a du trafic, ça va prendre 20 minutes ou plus. On sait qu'en voiture, s'il y a du trafic, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Et aussi, c'est le plus cher. Mais si on regarde au déplacement actif, piéton ou en vélo, on sait que c'est le moins cher et c'est toujours efficace. Si on marche, ça va toujours prendre 45 minutes ou si on prend le vélo, ça va toujours prendre 15 minutes. Alors, le vélo, c'est vraiment le mode de transport le moins cher et le plus efficace pour le rendre à la station. Alors, excuse-moi encore avec mes diapositives. OK. Alors, ce concept-là qui vient des Pays-Bas, c'était vraiment un projet qui a été commencé au début de la nouvelle siècle. Et il y avait un grand investissement national pour améliorer les services pour les cyclistes dans les gares nationaux. Alors, presque 400 millions d'euros. Après quelques années, il y avait déjà une augmentation de 20% des passagers sur les trains nationaux à cause des investissements sur les cyclistes, les services pour les cyclistes dans les gares. Et dans cette augmentation-là, on a vu une nouvelle flotte de vélos partage qui s'appelle OVFITS. Et il y avait 20 000 vélos OVFITS disponibles à la location de plus de 300 gares et aussi aux arrêts de bus et trams. Et aussi, il y avait de nouvelles offres de stationnement pour 500 000 vélos qui peuvent être stationnés aux gares. Et avec tout ça, on a vu que, excuse-moi encore, que maintenant, 50% des gens qui rendent à la gare se rendent en vélo. Et ça, c'est tellement impressionnant comme statistique. Il y a vraiment un changement de comportement avec cet investissement-là. Et on a des autres résultats aux Pays-Bas de ce projet-là qui a été créé au début de la siècle. On voit que quand on regarde au sondage, il y a 8% de gens qui disent que sans ce système de vélo partage pour rendre à la gare, pour accéder du transport collectif, ils vont juste utiliser leur automobile. Alors ça, c'est 8%.
On sait que 42% des passagers du train utilisent un vélo pour le premier mile ou le premier kilomètre. Et ça, c'est impressionnant. 42% des gens utilisent leur vélo pour accéder au train. Et on sait aussi que 54% de gens utilisent le train plus souvent parce qu'il y a une offre de vélo aussi. Alors, pour finir ici, je vais montrer 4 étapes pour comment on peut combiner le vélo et le transport collectif et un petit méthodologie sur ça. Alors, premièrement, on crée des stationnements sécurisés dans les stations à proximité des arrêts de transport en commun. 2, on met à disposition les vélos en libre service aux stations. 3, il faut qu'on facilite la tarification entre les services de mobilité. Et 4, aménager des infrastructures cyclables rejoignant les stations de transport en commun. Alors, la première, les stationnements sécurisés. Alors, le clé de la réussite, c'est vraiment 3. C'est localisation, localisation et localisation. Il faut qu'on ait de stationnements proches de l'accès à la station. Il faut que c'est sur le chemin. Il faut qu'il y ait une espèce de eyes on the street pour que le stationnement, c'est à la vue des passants, pour que c'est sécure. Il faut que c'est proche des quais. Il faut que c'est pas trop loin et avec un accès facile. S'il y a plusieurs entrées, il faut avoir plusieurs zones de stationnement. Ça, c'est un exemple énorme et impressionnant du Pays-Bas, de la gare d'Utrecht. Ici, on voit 33 000 stationnements vélos, 2 000 vélos partagés et environ 40% des passagers arrivent à vélo à la gare. Et ça, c'est une gare où on voit 1000 départs de train par jour. Alors, c'est vraiment un gare énorme, mais il y a aussi une offre de stationnement et une offre de vélo partage énorme. Et ça fonctionne ensemble comme un système bien intégré. Mais on peut parler des petits gares ou des petites stations. Celui-là, en Italie, c'est la gare de Como. C'est pas dans une grande ville, c'est dans un petit village. Puis ici, ils ont transformé 10 places de voitures dans un stationnement sécurisé pour 90 vélos. Et chaque espace vélo, tu peux accéder avec un casier, puis tu utilises ton pass pour le train pour utiliser le stationnement aussi. Bien intégré. On a des bels exemples en Scandinave, à Malmö en Suède. Il y a plein de services qui sont offerts aux cyclistes, aux gares, aux stations de train. Et là, tu peux trouver des casiers, des douches, des fontaines d'eau, les ateliers de réparation, un petit clinique ici en bas, vous voyez sur mon écran, pour réparer votre vélo, une station de gonflage et aussi des stationnements pour les vélos cargo, pour les vélos qui sont plus gros que normal, un vélo pour tout le monde, dans toutes les grandeurs possibles. Alors, deuxième étape, location de vélo. Alors, le système qu'on voit en Pays-Bas, c'est un système basé sur le OV-Fiets que j'ai déjà mentionné. Et ça, c'est, Et ça, c'est le système qui est géré par le système de train national. Et là, ça devient tellement facile de se connecter ton voyage entre train et vélo parce que c'est connecté dans la même compagnie. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a un autre exemple en Belgique, le Blue Bike, où tu peux accéder aussi des vélos partage qui vient de la même service du train. Mais c'est juste important que c'est un type de vélo qui est fonctionnel et confortable pour monsieur, madame, tout le monde. Comme le Bixi qu'on voit à Montréal, c'est vraiment un vélo qui est tellement confortable pour toutes les gens de toutes les grandeurs. Puis il faut qu'il y ait un prix assez simple, puis une location qui est assez efficace, si c'est 24 ou 62 heures. Alors, troisième étape, c'est la tarification. Alors, c'est pas toujours possible d'avoir un vélo partage qui est géré aussi par la compagnie qui gère les trams ou les trains. Et si c'est le cas, c'est important que la tarification entre le vélo partage puis le système de transport commun, c'est connecté. Il faut qu'il y ait il faut faciliter l'expérience d'usager. Alors, il faut que l'abonnement est facile pour avoir un accès, pas pour juste le train, mais aussi pour le service de vélo aussi. Et cela rend possible des autres opportunités de tarification, les réductions conjointes, la mise en valeur des autres services, des choses comme ça. Puis, on peut voir des petits exemples sur mon prochaine diapositive. Par exemple, ici à Montréal, il y a une connexion avec votre carte d'Opus pour accéder à un Bixi. Alors, avec la même carte,
que tu payes pour un passage sur le métro à Montréal, comme Christian, juste là, tu peux accéder à un Bixi aussi. Alors, cette combinaison entre les tarifications est vraiment importante. Ou de le faire avec des cartes ou dans le marketing. Ici à gauche, vous voyez un exemple dans le Royaume-Uni où sur la carte de transport collectif, il montre où tu peux trouver un vélo partage, à quelle station pour que ça rende plus facile pour les usagers. Et la quatrième étape, c'est de créer de l'infrastructure cyclable pour joindre les stations. Et l'image que j'ai mise ici, c'est un piste cyclable à Ottawa qui se rejoint la station de transport commun et c'est juste à côté. Alors, l'accès est vraiment facile et les connexions entre transport commun et transport actif est vraiment évident. Alors, le but avec tout ça et les intégrations des réseaux structurants, c'est de créer une alternative efficace à la voiture. Et avec ça, je conclue mon présentation et merci à toutes et tous. Merci beaucoup, M. Wexler. Ça résume vraiment bien la notion d'intermodalité ou l'effet combiné, dans le fond, de deux modes de transport comme vecteur important dans l'amélioration et le changement de nos habitudes de déplacement. Ça peut être fait, on l'a très bien vu. Merci encore. On va maintenant passer à la période de questions. Je vous rappelle que, bien qu'on soit en web diffusion sur StudioCast, on va prioriser les questions qui nous ont été acheminées à l'avance pour ensuite passer aux questions en direct. Vous pouvez visionner la rencontre via Facebook Live et sur notre plateforme de web diffusion StudioCast. Mais c'est uniquement sur cette dernière que vous pourrez poser vos questions en vous inscrivant. Vous indiquez votre adresse courriel que nous allons utiliser pour fin de suivi. Si nous n'avons pas eu le temps ou si nous n'avons pas pu répondre à votre question, on tient ça en tête. Et c'est simple, pour poser votre question sur StudioCast, vous vous rendez dans la section questions, vous inscrivez la question dans l'encadré privé à cet effet, cliquez envoyer, tout simplement. Je vais lire les questions à voix haute et désigner l'expert qui aura été identifié pour y répondre, puisqu'on risque de recevoir plusieurs questions similaires. On les regroupe pour en faire une seule question afin d'éviter que ce soit redondant. Alors, ne vous étonnez pas si vous entendez votre question un petit peu différente, la reformuler autrement. Alors, on y va tout de suite d'une première question, si vous le voulez bien. Ma question va s'adresser à M. Tremblay et vous comprenez que ce ne sont pas mes questions, mais bien des questions qui ont été posées par vous, le public. Je comprends que le boulevard Taché serait réduit à 2 voies. Est-ce qu'il y aura encore des autobus sur cette artère, M. Tremblay? Excusez, j'avais oublié le micro. Pas de problème. En fait, s'il y a des autobus, c'est des autobus de transition. Je n'ai pas le détail complet, puis je le souligne, puis s'il y a plusieurs questions, au niveau du maillage du réseau futur maillé avec le tram, c'est tout, il y a des études encore à regarder, à peaufiner. Donc, je ne voudrais pas induire les gens en erreur, mais je vais quand même jouer le jeu, puis on va quand même valider au niveau des réponses écrites qui vont nous être données. Mais je vous dirais que oui, mais il n'y aura pas de voie réservée. Mais il se pourrait qu'il y ait un transit d'autobus qui passe sur Alexandre Taché. Je pense que c'est ça, Alexandre Taché, ce que vous m'avez posé comme question. Oui, tout à fait. Qui serait réduit à 2 voies. Mais ça va être un autobus. Si un autobus, c'est pas une voie réservée. Donc, ça va être environ. C'est ça. Parfait. Merci beaucoup, M. Tremblay. Ouais. Comment encourager les personnes réticentes au changement à adopter un nouveau mode de transport, comme transformer leur quotidien avec l'apparition du tramway, par exemple, dans leur quartier, passer au mode de déplacement actif ou collectif? Cette question s'adresserait à M. Savard. D'abord, quand on fait ce genre de choix-là, il faut miser aussi sur le long terme. Et je voyais récemment des études qui démontraient que ce qu'il faut, peut-être que certaines personnes
qu'on ne pourra pas changer, mais il faut miser aussi beaucoup sur la nouvelle génération et lui donner des options immédiatement pour qu'ils restent des utilisateurs du transport collectif, des transports actifs pour très longtemps. Lorsqu'on a pris des habitudes, c'est très difficile à changer. Donc, mais après ça, c'est la qualité. C'est la qualité du service, c'est la qualité des infrastructures. On l'a bien vu, Michael a montré des très beaux exemples. Moindrement que tu t'occupes bien de quelque chose, comme le vélo, où est-ce qu'il y avait des belles infrastructures, où est-ce qu'on avait des commerces dédiés, bien, ça avançait le message. Même chose pour le transport collectif. C'est notamment un des avantages des modes ferrés qui sont un peu plus attractifs pour un certain niveau de confort. Donc, il n'y a pas 58 solutions, c'est la qualité du service. Notamment, je parlais de la fiabilité, de la fréquence et de l'amplitude de service. Et habituellement, ça vient tout seul. C'est lorsque le service n'est pas suffisant que c'est très difficile. Il faut que ça devienne facile, tout simplement. Le mot facile, et je pense que les deux présentations ont démontré que ça pouvait l'être. Merci beaucoup, M. Savard. On aimerait savoir aussi, cette question va s'adresser à M. Tremblay, s'il y aura du stationnement incitatif à proximité des stations. Oui. Il y a une conception préliminaire qui considère 3 stationnements incitatifs au bout des allumetières chemin Eardley. Donc, incitatif terminus là, à la branche sud. Il y a aussi un stationnement au niveau de la branche nord, toujours en terminus. Donc, les stationnements sont positionnés aux extrémités, évidemment, pour que les gens puissent embarquer le plus rapidement dans le transport, dans le système de tramway. Puis, pourquoi aussi que c'est en terminus? C'est que contrairement actuellement où tu as un réseau d'autobus, plus tu te rapproches du centre-ville, plus tu as d'options d'embarquer dans des autobus, puis ton délai d'attente est court. Avec le mode structurant, un peu comme Christian le dit, la fiabilité, elle est déjà un temps de délai très court et constant. Et ça favorise justement de le prendre dès le bout de ligne ou le terminus pour faire complètement le tracé. Donc, en résumé, oui, il y a des stationnements incitatifs. Il y a le stationnement River-D, qui va rester aussi. Excusez, là, je n'ai pas tous les noms. Ça va. Par contre, tu sais, le dimensionnement, l'arrimage intermodal, le maillage des systèmes. Michael a parlé de vélo, de pistes cyclables, de maillage, de l'auto, du rapibus, du système aussi local il va y avoir une petite refonte aussi. Donc, tous ces pôles d'échange-là, on part avec un préliminaire, mais les études à venir, c'est exactement ça. C'est qu'une fois qu'on a établi où il passe, puis quoi, puis qu'est-ce qui recoupe, bien là, on va pouvoir développer des solutions très inspirantes, comme on vient d'avoir là. C'est tous des bons exemples, c'est très, très inspirant. Puis c'est pour la raison de tout ce qui est aménagement, c'est dans les études à venir et les compléments. Et quand c'est pris au bon moment, là, c'est le temps d'y penser. Puis dans ces optiques-là, autant les stationnements incitatifs que tous les pôles intermodaux, ben, on a encore du développement à faire. Donc, c'est le temps de s'inspirer de bonnes pratiques par rapport, comme les présentations l'ont démontré aujourd'hui. À quel endroit avez-vous prévu les stations suivantes, Val-Tétro, UCO, connexion avec le Rapibus? Et selon votre présentation qu'il y avait eu en juin, il y aurait eu 700 mètres entre chaque station. Est-ce que c'est toujours le cas? Ma question s'adresse à M. Tremblay. Oui, c'est toujours le cas. C'est entre 600 et 700 mètres là, quand on parle d'un réseau tramway. Quand on parle d'un réseau plus lourd comme le REM, comme le métro de Montréal ou le O-Train, ça peut être plus distant. Mais la valeur est toujours là. C'est à peu près de 600 à 700 mètres. Le positionnement exact, c'est sûr qu'il va y avoir un raccordement au Rapibus, une station Rapibus. Je n'ai pas le détail complètement dans Val-Tétro. C'est sûr qu'il y a une station jointe à l'UCO et il y a le raccordement au Rapibus. Puis il y a une autre station, effectivement, là, dans Val-Tétro, mais je ne pourrais pas vous dire les intersections, mais en moyenne, c'est de l'ordre de 600 à 700 mètres.
Mais le nombre exact, puis la validation officielle, parce que c'est toujours une question de performance, Christian le dit, performance du système, durée du trajet. Donc, c'est cet équilibre-là qu'il faut avoir entre proximité et performance. Plus de stations, plus de temps de déplacement, mais aussi on veut être à proximité des résidents. Donc, ça va tout faire partie des études à venir pour la confirmation du positionnement exact. On nous demande également, M. Tremblay, je comprends que le boulevard Taché serait réduit à 2 voies. Est-ce qu'il y aura encore des autobus sur cette artère? J'ai répondu là, tout à l'heure. C'est la première question. Parfait. Pardon, vous avez tout à fait raison. Là, on a eu un petit mélange d'écran ici. Y aura-t-il donc comment et où pourrons-nous traverser à vélo la voie du tramway en toute sécurité? En fait, encore là, il va y avoir des intersections. Le développement de ces pôles intermodales-là, ces croisements-là de réseau, va être réfléchi au niveau de la sécurité, au niveau de l'aménagement. Donc, c'est sûr que ça va être des passages sécuritaires, puis il va y avoir des passages dédiés, comme actuellement les feux de circulation piétons et les feux de circulation qui vont être ajustés au niveau du système avec des appels de feu pour le tramway, des appels de feu pour les piétons et la même chose pour les cyclistes. Donc, ça va être des traverses sécurisées. La forme exacte, c'est des éléments qui vont être pris en charge par les spécialistes pour l'ensemble de la validation des éléments de sécurité piétonnes et cyclistes et autos, là, de ces croisements-là, des passages à niveau. Alors, on peut dire que ça intéresse beaucoup les cyclistes, notre consultation, M. Tremblay, parce que on nous pose cette question-ci. Est-ce que les cyclistes seront considérés dans la planification, soit par la conception des tramways et des stations? Oui, certainement qu'il va y avoir des regroupements de cyclistes. D'ailleurs, ce n'est pas un regroupement, mais c'est quand même un consultant spécialisé en cyclisme. Sa présence n'est pas un hasard non plus, anodine. Donc, oui, il y a des associations au niveau de l'aménagement urbain. Maintenant, au niveau de l'aménagement des stations, c'est certain qu'on va considérer cette dynamique-là. Au niveau du matériel roulant, on avait parlé un petit peu dans la première thématique, et c'est ça un des avantages du tram, c'est qu'il y a toujours une partie qui est aménageable pour de la mobilité réduite ou pour des spécificités de la région, de la ville ou quoi que ce soit. On avait même mis l'exemple d'un réseau en Australie, là, sur le bord des côtes, puis il avait aménagé le tram avec des planches de surf pour des planches de surf. Donc, oui, ces aménagements-là, il va y avoir une consultation, il y a une volonté de pouvoir positionner le vélo à travers le matériel roulant et tout ce qui s'ensuit au niveau de l'infrastructure. Michael l'a bien démontré là, par des exemples. Il y a un aménagement de voies cyclables qui longe le parcours du tram. Donc, ces arrimages-là, les stations sécurisées, ça va faire partie du design qui va se compléter là, dans les prochains mois. Toujours dans cette optique, M. Tremblay, on nous demande, est-ce que la piste cyclable du Rapibus sera prolongée pour venir se rallier à celle du tramway? Et dans un deuxième temps, qu'en est-il des autres réseaux cyclables de la région? Mais comme je dis, là, le tracé, il est là. C'est sûr qu'il va y avoir un arrimage des pistes cyclables. C'est sûr qu'il va y avoir des études par rapport à ça et l'aménagement puis le croisement. Puis, oui, vous parlez du Rapibus. C'est sûr qu'il va y avoir un raccordement. Le Rapibus, c'est un pôle intermodal avec le tramway. Donc, la piste cyclable également. Donc, c'est des éléments qui vont être considérés dans la conception. Est-ce qu'il sera possible de monter à bord du tramway avec notre vélo? Monsieur Tremblay, c'est une autre question, là, certainement d'un cycliste ou en tout cas quelqu'un qui serait intéressé à le devenir. En fait, on l'amène sur l'aspect
accessibilité universelle. Donc, tout le matériel roulant, c'est des planchers bas. Les quais vont être faits en fonction que tout le monde en mobilité réduite peut accéder, puis ça facilite l'entrée des vélos dans le tramway. Alors oui, les installations vont prévoir de pouvoir rentrer des vélos facilement dans les trams. Vous êtes très sollicité, M. Tremblay. On nous demande aussi, y aura-t-il séparation physique quelconque, là, bollard, bordure de béton, entre la voie cyclable et la circulation? Il n'y aura pas une règle spécifique. Ça va dépendre des cas, des tronçons et des enjeux, je vous dirais. De façon générale, dans une condition idéale, il n'y a pas nécessairement ces barricades ou ces barrières-là. Il y a un accès possible, là. Il y a une proximité, là. On le voit dans les centres urbains européens et tout, là. Puis on a juste à aller à Waterloo-Kitchener, qui est un mode qui ressemble beaucoup avec ce qu'on veut faire. Donc, il y a des accès, il y a des gens qui traversent, mais il y a des endroits spécifiques pour la sécurité où les piétons sont plus canalisés et il y a des barricades comme ça, mais je n'en ferai pas une règle générale où il y a des barricades ou des bollards partout. Est-ce que la piste cyclable du Sentier des Voyageurs et son parc seront affectés par le trajet qui est proposé actuellement, M. Tremblay, une fois de plus? La piste du parc des Voyageurs reste telle qu'elle est là. Il va y avoir des arrimages avec la piste qui va venir du tramway. On a une piste qui longe le tramway, mais je vous dirais que spécifiquement à cet endroit-là, entre il y aura des questions à se poser avec la piste des voyageurs existants, la piste propre au tramway, puis je crois qu'il y a une autre piste cyclable là, à proximité. Donc, il faut aussi être cohérent, puis on va le regarder spécifiquement. Mais pour ce qui est de la piste cyclable des voyageurs, elle n'est pas remise en cause. Elle va exister. Maintenant, on va gérer les accès, les points de croisement, on va les gérer au niveau de la conception des concepts finaux. Quelqu'un aussi nous pose la question suivante. J'ai un vélo assez dispendieux. Est-ce que je pourrais le laisser à la station en toute sécurité? Moi, je vois les exemples amenés par Michael. C'est sûr qu'on va réfléchir à avoir des accès sécuritaires. Je ne sais pas si on va arriver à un stationnement incitatif de 30 000 vélos. D'ailleurs, tantôt, la question, c'est stationnement incitatif. Ça pourrait s'appliquer aussi à mettre un volume d'espace pour des incitatifs à vélo. Donc, vous voyez que les concepts sont là. Les idées sont là. Il faut les concrétiser puis les opérationnaliser. Mais oui, pour répondre à votre question, surtout que Gatineau est une ville vélo. Donc, oui, ça va être regardé. Et M. Wexler, on ne vous a pas oublié. La prochaine question s'adresse à vous. D'ailleurs, il nous reste du temps pour 2 autres questions pour les gens qui nous écoutent. On vous rappelle qu'on va faire des suivis sur les questions que vous aurez envoyées. Alors, comment est-ce qu'on peut rendre le vélo plus attractif avec les conditions, évidemment, météo qu'on connaît ici, neige, froid, verglas? Oui, en fait, il faut savoir que c'est pas impossible d'utiliser le vélo en hiver. On a plein de bons exemples. Moi, j'utilise mon vélo 4 saisons ici à Montréal, puis on a pas mal de neige. Puis l'exemple de Montréal est vraiment intéressant parce que notre réseau structurant pour les cyclistes s'est amélioré chaque année, mais aussi le réseau blanc. Alors, le réseau qui est entretenu chaque hiver est augmenté et amélioré. La ville de Montréal, maintenant, utilise des nouveaux types d'entretien pour s'assurer qu'il y a de l'asphalte qui est vraiment présent pour que tu peux avoir une bonne traction avec ton vélo. Mais aussi avec nos conditions climatiques, des fois, il faut que
Ici au Canada, il faut qu'on change nos pneus sur les voitures, mais aussi des fois changer nos pneus sur nos vélos. Moi, j'ai des pneus de vélo montagne sur mon vélo d'hiver, mais vraiment la plus grande facteur pour augmenter le nombre de gens qui utilisent leur vélo en hiver, c'est un réseau structurant qui est protégé et aussi qui est entretenu. Merci beaucoup, M. Wexler. M. Savard, la prochaine question s'adresse à vous. Une grande partie de la ville de Gatineau étant déjà construite, est-ce qu'il n'est pas un petit peu tard, c'est ce que nous demande la personne, pour parler de structurer le territoire? C'est une bonne question. Ça me permet d'amener quelque chose que j'aurais à vous entendre, que j'aurais peut-être dû insister un petit peu plus durant ma présentation. C'est vrai que c'est important d'avoir un certain niveau de densité. Et tous les exemples que Michael a présentés, c'est important d'avoir donc assez d'habitants par hectare pour supporter les commerces de proximité, supporter les infrastructures collectives. Et pour en venir à votre question, il y a encore beaucoup de potentiel à Gatineau, même le long du réseau, des réseaux proposés, pour faire du développement et du redéveloppement urbain qui va faire en sorte que ça va structurer encore la ville. Je pense instinctivement au secteur du plateau avec ces grands power centers qui sont effectivement beaucoup des grands stationnements à ciel ouvert qui sont un immense potentiel où est-ce qu'on pourrait mettre beaucoup d'habitants, avoir une ville un petit peu moins power center, puis qui ressemble un petit peu plus aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est pas de la haute densité comme coin, là. C'est une densité moyenne au niveau du bâti. Donc, il y a moyen de le faire. Il y a moyen de densifier tranquillement nos quartiers avec une densification douce et on peut aller chercher une très grande part de la croissance de Gatineau dans les axes structurants. Ça peut être aussi autour du Rapibus d'ailleurs et pour l'Ouest autour du tramway. Mais non, il n'est pas trop tard, pas du tout. Et le potentiel, il y en a partout. Peu importe ce qu'on va chercher, il y en a même des fruits mûrs et des fruits faciles qui pourraient se faire relativement à court terme. Dès que le signal comme un tramway arrive, ça envoie le signal aussi d'un redéveloppement et d'une densification urbaine. Donc, au contraire, plus qu'on tarde, plus qu'on va, ça risque d'être le mode de l'étalement urbain qui va se maintenir plutôt que de lancer le signal qu'on tombe dans un mode de consolidation et de densification de la ville. Et toutes les belles images de villes conviviales à vélo, très, très difficile si on est en mode uniquement étalement urbain de basse densité. Donc, je pense que c'est une nécessité là, pour briser le cercle vicieux que je mentionnais au début de la présentation. Merci beaucoup, M. Savard. Autre question pour M. Tremblay maintenant. Quelle sera la fréquence du tramway? Écoutez, je pense qu'actuellement, de façon préliminaire, on parle en période de pointe d'une fréquence. Il y a deux exploitations, deux branches qui sont en exploitation simultanée, qui fait que chacune des branches, il va y avoir en période de pointe, je crois, aux 6 minutes. Donc, quand les trains se croisent dans le tronc commun, tu as une fréquence de 3 minutes. C'est additionné. Puis hors pointe, je crois que c'est autour de 10 minutes et 5 minutes. Donc, c'est toujours une exploitation là, en branche et le tronc commun est toujours diminué de moitié. C'est préliminaire. C'est sûr que ça va venir avec l'achalandage, le serpent de charge qu'on va déterminer, revalider un peu l'ensemble de l'œuvre, puis le positionnement des stations et ainsi de suite. Donc actuellement, c'est ce qu'on a comme fréquence. J'irai d'une dernière question, si vous le voulez bien, M. Tremblay. Bien sûr, hein, on dit souvent que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Où est-ce qu'on en est rendu au niveau du financement? Je vous dirais, le Québec donc, il a émis, il est dans le projet, là, Québec a, je cherche le mot, là. Il a été par l'affirmative ou enfin... oui, c'est ça. On s'est montré favorable. S'est engagé là, à financer le projet jusqu'à hauteur d'un pourcentage. Ce qui manque, c'est donc, il a confirmé son engagement. C'est ce que je cherchais comme mot. Québec a confirmé son engagement sur le projet. Par contre, on attend toujours le fédéral.
c'est là où on en est au niveau du financement. C'est sûr qu'on a un financement intérimaire pour partir les activités qui est autorisé par Québec, mais il reste à aller chercher le financement global, la partie financière du fédéral. Merci beaucoup, M. Tremblay, et merci d'ailleurs à tous nos invités. C'est ce qui met fin à notre rencontre. Je veux que vous notiez que la présentation de ce soir sera disponible prochainement sur le site Web et la chaîne YouTube de la STO, au cas où vous aurez manqué le début. Par ailleurs, celle du 2 juin y est déjà disponible pour rediffusion, là, pour ceux et celles qui voudraient faire un suivi et que ça intéresse. Prenez note que les questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, comme celles où on n'a pas pu répondre, là, vont être intégrées prochainement à la foire aux questions en français et en anglais sur le site web sto.ca/tramway Gatineau. Vous allez trouver également une foule d'informations sur le projet en tant que tel. On vous invite pour une troisième fois à être des nôtres pour cette dernière rencontre d'information de la série Un tramway dans ma ville. Ça va se dérouler le 17 novembre prochain et cette rencontre aura pour thème l'impact du tramway sur les autres modes de transport. Alors, avis aux intéressés. On vous remercie beaucoup à toutes les personnes qui se sont jointes à nous ce soir et à nos intervenants. Si jamais vous avez d'autres questions, on vous invite à les communiquer à l'équipe du bureau de projet qui va se faire plaisir de vous répondre via l'adresse courriel étudedelouest@sto.ca. Vous allez également trouver tous les détails sur le projet sur notre page web au www.sto.ca/tramway Gatineau. Je répète donc, sto.ca/tramway Gatineau. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup de votre participation et à bientôt.